en rivière et en lac aussi, puisque je travaille depuis quasiment 35 ans dans les lacs de montagne. En tout cas, c'est dans les eaux douces, on dira, pour faire court. Pour faire court. Donc cette préservation aujourd'hui, elle est menacée quand même. Alors, il est clair que quand on regarde dans les eaux douces, ce sont toujours les milieux les plus riches. Les plus riches en montagne, et quand on voit les différences de température, quand il fait très froid, en hiver, ben quand même l'eau elle peut être qu'à 0 degré. Donc sous un lac, sous la couche de glace, l'eau elle est à moins, elle est à plus de 0 degré. Donc elle est pas négative, voilà ce que je voulais dire. Alors que autour du lac, il peut faire moins 20 degrés. Il fait de moins en moins froid, mais bon, en montagne, il fait quand même froid. Donc ça veut dire quand on regarde en altitude, le milieu le plus riche au niveau biodiversité, ce sont bien les eaux douces. Donc une biodiversité intéressante, importante, parce qu'on a beaucoup d'espèces endémiques, c'est-à-dire d'espèces propres à la Corse, souvent propres à la Corse et à la Sardaigne, et c'est vrai que cette biodiversité, elle est menacée. Des menaces, il y en a de deux types. Il y a la menace essentiellement par l'homme. Je dis l'homme, oui, on peut parler des cataclysmes qu'il y a eu il y a 500 millions d'années, mais on va rester à l'échelle humaine. Donc à l'échelle humaine, il y a l'homme qui peut avoir une action directe, comme une pollution, un barrage, qu'est-ce que je dis, un rejet de produits chimiques, un rejet de pesticides, ça c'est du direct. Et puis il y a de l'indirect, mais c'est toujours les actions de l'homme. C'est ce qui se passe à cause du changement climatique. Le réchauffement climatique, c'est toujours l'homme. Donc voilà, donc cette biodiversité, elle est menacée par l'anthropisation, comme on dit aujourd'hui, les actions de l'homme, que ce soit directes ou indirectes. Alors sur ces menaces directes, vous disiez, on sait qu'il y a l'introduction aussi de nouvelles espèces. On vous a entendu en parler lors d'une conférence récemment. Cette introduction aujourd'hui, est-ce qu'elle est contrôlée? Pas du tout. On sait que par exemple, pour tout ce qui concerne l'axilée, là par exemple, il y a eu des arrêtés qui ont été pris. En rivière, en eau douce, est-ce qu'il y a quand même des garde-fous? Alors, il y a une prise de conscience récente par la Fédération de la pêche, puisque le président qui s'est attaché les conseils de conseillers scientifiques, dont je fais partie. Donc aujourd'hui, nous conseillons le président en disant attention, ces introductions d'espèces, ce sont des bombes à retardement. Parce qu'il y a parfois de la prédation directe, mais pire, il y a ce qu'amènent ces espèces introduites, des bactéries, des parasites, des virus. Et ça, moi ça me fait peur. Voilà. Alors, il y a une prise de conscience, mais on n'en est pas encore à des arrêtés préfectoraux. Donc, la prise de conscience, elle est au niveau de la Fédération de la pêche, mais elle n'est peut-être pas, sûrement pas, auprès des services de l'État. Je vais encore me faire des amis, mais ça va en tant que fonctionnaire. Alors voilà, donc ça, je crois que vous avez bien fait de prendre l'exemple de l'axilée, là, en disant, bon, attention, ça peut être dangereux. Mais dans ce qu'on retrouve, et ce qu'on retrouve, y compris en montagne. Aujourd'hui, on retrouve de la montagne à la plaine, on retrouve 21 espèces introduites. Vous savez, je dis toujours à mes étudiants, si je vous avais fait ce cours en 1900, je vous aurais dit, il n'y a que 4 espèces dans les rivières, dans les eaux douces de Corse. La truite, l'anguille, la blénie et l'épinoche. Blénie et épinoche dans le cours inférieur des rivières. Donc en montagne, truite et anguille. Et déjà l'anguille, elle montait pas trop. Là, elle monte un peu plus maintenant. L'anguille avant, elle plafonnait entre 800 et 900 mètres. Aujourd'hui, on trouve des anguilles à 1300 mètres. Quand les débits sont très faibles, l'eau est très chaude, l'anguille continue de monter, elle pense qu'elle est toujours en plaine. Voilà. Donc en 1900, c'était 4 espèces. Aujourd'hui, ou en tout cas depuis 2015, je crois, ou 2014, il y a 21 espèces en plus. Alors on pourrait se dire, 21 plus 5, ça fait une belle biodiversité. C'est mieux 25 que 4. Ben non. L'espèce emblématique que nous avons en Corse, la truite de Macrosigma, elle est menacée. Elle est menacée. Alors elle n'est pas menacée directement, bien que dans les lacs d'altitude, lorsque le saumon de fontaine ou l'omble de fontaine a été introduit, il y a eu une cohabitation pendant 5 ou 6 ans, mais après, le saumon de fontaine a pris le dessus sur la truite. Donc la truite a disparu des lacs du Mel et du Capitello, par exemple, pour ne citer que... Voilà. Donc aujourd'hui, il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier. Et moi je crois à la pédagogie, peut-être parce que c'est mon métier. Donc je crois à la pédagogie. Moi je ne crois pas au Papa Noël non plus. Je me dis toujours, bon, on va expliquer à 10 personnes, il y en a 8 qui vont comprendre et 2 non. Je le fais pour les 8 qui vont comprendre. Donc aujourd'hui, il y a cette prise de conscience. Et c'est vrai que la Fédération de la pêche joue le jeu, distribue au moment où elle distribue des permis de pêche, elle distribue une plaquette qui dit « N'introduisez pas de poissons », en pensant bien faire, parce que le pêcheur qui a pêché au vif,
vif au lac de Calagucha, hein, à la retenue du barrage de Calagucha, quand il a pêché avec des petits poissons. Quand il a fini de pêcher, il ne va pas jeter ses poissons dans l'herbe et les laisser mourir, il va les balancer dans l'eau, en se disant ils vont vivre ou ils vont se faire bouffer par les truites. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut l'expliquer, et je vous dis, 8 sur 10 vont comprendre. Donc tout espoir n'est pas perdu. Je suis rarement noir intérieurement, parce qu'on me dit fois que je suis noir et noir foncé. Non, si je décris une situation qui est pas rose, pour rester dans la couleur, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. L'homme est assez con pour impacter la planète, mais l'homme, quand il sera au pied du mur, son intelligence va parler. Quand on sera au pied du mur, vous savez, là aussi, moi, je me dis qu'on y va droit dans le mur, mais je souhaite qu'aujourd'hui, on aille, qu'on tape dans le mur à 30 km/h, avec des airbags, c'est-à-dire c'est rien en bagnole, que taper à 150 sans airbag. Le problème aujourd'hui, il est là. On parlait hier des espèces menacées dans les eaux douces en Corse, par notamment l'action humaine et l'introduction de nouvelles espèces. On disait finalement, bon, ça dépend de la bonne volonté des gens, ça dépend de la sensibilisation aussi qu'on peut opérer, mais il n'y a pas de véritable loi, il n'y a pas de véritable contrôle des services de l'État. Ça veut dire que vous, moi, bon, peut-être un peu moins vous que moi, on peut amener n'importe quelle espèce dans n'importe quelle rivière ou cours d'eau. C'est exact, il n'y a pas de contrôle. Quand je dis aux frontières, je plaisante, bien sûr. En arrivant en bateau, si vous avez un sachet avec quelques bulles d'air et 2 ou 3 poissons exotiques, vous pouvez les amener et puis les balancer dans une rivière. Ben voilà. Alors qu'aujourd'hui, on contrôle l'entrée des végétaux. Parce qu'on n'a pas encore pris conscience de l'impact. Alors l'impact maintenant, il est mineur, mais comme je le disais hier, moi, ce que je vois pas me fait peur, les virus, les bactéries, les parasites. Et aujourd'hui, on voit que en France continentale, on commence à avoir des problèmes avec des espèces introduites. On n'a pas encore pris conscience de l'impact, on n'a pas encore pris conscience aussi peut-être de la valeur de cette biodiversité. Aujourd'hui, on rénove des églises, on rénove tout un tas de bâtiments, on rénove y compris du patrimoine immatériel, de la musique, on y prête attention. Est-ce qu'on prête véritablement attention, et les élus en Corse particulièrement, à cette biodiversité? Alors, biodiversité, vous me donnez l'occasion de donner la définition de la biodiversité. Parce que d'abord, c'est intéressant. La biodiversité, alors c'est le vivant sur la planète, c'est simple, mais la biodiversité, elle aborde 3 concepts. Le premier, c'est la biodiversité des écosystèmes. Les écosystèmes, quand on voit une forêt, ça fait partie de la biodiversité. Une rivière, un lac, ça fait partie de la biodiversité. Donc, je veux en venir. Je veux dire que demain, quand notre biodiversité des écosystèmes sera modifiée, ce sont nos paysages qui seront modifiés. Les touristes, ils viennent dans la vallée de la Restonica. Vous avez compris, je parle souvent de la Restonica. C'est celle que je connais le mieux. J'y suis presque né. Mais j'aurais pu parler de la vallée du Risanese, au-dessus du barrage, par exemple. Donc, il y a de très belles vallées. Ces vallées, c'est de la biodiversité. C'est du paysage, c'est du tourisme. Donc, c'est de la valeur ajoutée à la Corse. On l'oublie parfois. Quand cette biodiversité aura changé, les touristes, ils iront peut-être voir des forêts ailleurs. Hein. Bon, voilà. Donc ça, c'est le premier chose. Le deuxième point, la biodiversité, c'est aussi la notion d'espèce. Et là, on a des espèces patrimoniales. Bon, je peux vous prendre les quelques 200... Bon, il y a 100 espèces endémiques chez les végétaux. Mais après, je vais revenir à ce que je connais le mieux. Les rivières, il y a quasiment 200 espèces endémiques dans les eaux douces. 200 espèces endémiques. Donc ça, c'est important. Donc protéger la biodiversité, c'est protéger aussi le patrimoine qu'on a. Enfin, il y a la biodiversité génétique. Et là, on est en plein dans quand je parlais de la truite, vous savez, la truite en Corse, c'est vraiment une truite endémique à la Corse. Pendant longtemps, on l'a dit, c'était la truite méditerranéenne qu'on retrouvait en Afrique du Nord ou dans les Balkans. Aujourd'hui, on sait que c'est vraiment typique à la Corse. Donc aujourd'hui, le jour où disparaît de la surface du globe. Et il y a des gens qui sont intéressés. Aujourd'hui, je parlais de végétaux que je connais moins bien, mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont intéressés par les végétaux, venir voir une espèce qu'il n'y a qu'en Corse. Et moi, vous savez, je crois toujours à la recherche des produits chimiques dans le vivant. Et chez les végétaux, on va découvrir, on a déjà découvert des anticancéreux, on va découvrir des anticancéreux. Vous savez, avant que l'homme fasse des molécules de synthèse, il faut d'abord les trouver en vrai. Avant de dire, bon, maintenant on l'a vu, on peut la refaire. Il faut la trouver. Et ça, je crois que la biodiversité nous sauvera. Parce que nous, on fait partie de la biodiversité. Action de l'homme,
action auquel on pense moins, c'est l'action de l'agriculture. On a vu notamment dans le Tarn qu'il y a souvent des problèmes de pollution avec des installations porcines peut-être en amont du Tarn ou des carcasses qui sont souvent déversées. Aujourd'hui, il y a des actions qui sont faites, mais... Alors, l'agriculture, on va saucissonner, puisque vous parlez de porc, mais je plaisante bien sûr. On va parler d'agriculture irriguée, donc l'irrigation, et l'agriculture, l'élevage, on dira. Et chaque secteur a un gros impact. L'agriculture irriguée, je le dis toujours à mes amis agriculteurs, parce que j'ai des amis dans le milieu agricole, je dis toujours, vous consommez le plus d'eau et vous polluez le plus à cause de vos pesticides. Et en plus, vous polluez vous-même et vous empoisonnez vos enfants. Parce que les premières victimes, c'est vous, c'est pas moi. Voilà. Ça, c'est la première chose. Après, sur l'élevage, c'est important. L'élevage, on parlait des porcs en liberté, ou des vaches sur les routes, c'est pas mal non plus. Mais par contre, les porcs en liberté, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, les dégâts qu'il y a, et puis les pollutions qu'il y a dans l'eau. Vous savez, un porc, c'est l'équivalent de 15 personnes. 15 personnes. Donc imaginez quand vous avez un troupeau, c'est comme si vous aviez un village sans station d'épuration. Et après, on s'aperçoit. Et je n'évoque même pas en période de tumbera, quand on va faire la charcuterie, que j'apprécie beaucoup, on retrouve les carcasses dans les rivières. Voilà, donc c'est... Mais il y a des solutions là aussi. Il y a des solutions. Peut-être ramasser les carcasses. Les carcasses, il pourrait y avoir dans les villages, ramasser les carcasses. Voilà. Après, pour l'agriculture, c'est de mettre moins de poison. Parce que les gens s'empoisonnent. Bon, il y a un effort qui est fait encore. Ça, moi, je remarque que mon discours, il a fini par porter. Parce que j'ai toujours dit, c'est pas moi que je défends, c'est vos enfants ou vos petits-enfants, lorsque je parle à un agriculteur qui a mon âge. Ce problème de l'agriculture dans la pollution des eaux douces, en fait, c'est un problème qui est prégnant. Vous disiez aujourd'hui, il y a une prise de conscience quand même qui s'opère, il reste beaucoup de choses à faire. Et il y a des pollutions aussi auxquelles on ne pense pas forcément. Oui, alors c'est vrai que on se dit qu'on est, surtout dans les zones de montagne, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculture, on ne voit pas de gros tracteurs, il n'y a pas beaucoup de terrain plat, donc les rivières elles sont limpides. On s'aperçoit dernièrement dans le Vec, au pont de Noudjed, il y avait une pollution. Bon, moi j'ai une petite idée. Il est clair que c'était pas le village de Noudjed qui a une station d'épuration qui fonctionne. En fait, il y a sûrement de la stabulation au bord de la rivière. Il y a sûrement des animaux. Je pensais à des porcs, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas trop de porcs dans le coin. Mais en tout cas, il suffit de 200 ou 300 chèvres ou brebis pour avoir une pollution. Et la conséquence au niveau bactériologique, elle était importante puisqu'il y a eu un arrêté municipal qui interdisait la baignade. Là aussi, pour l'estivant, pour le Corse de la diaspora qui vient au village qui a envie de se baigner, c'est pas sympa, savoir voir qu'il y a un panneau baignade interdite, et c'est pas sympa aussi pour nos invités, pour les touristes. Donc vous voyez que petite cause, on va dire, il va nous faire chier avec 3 bactéries. Et non, mais gros effet quand il y a des interdictions. Et c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à cette pollution-là, à ce type de pollution-là. Pollution, on pense peut-être pesticides, on pense peut-être produits déjà nocifs à la base, et pas forcément... Pas forcément la matière organique qui est, entre guillemets, naturelle. Ouais. Mais alors, là aussi, il faut relativiser. Je ne mets pas au même niveau cette pollution par les animaux qui resteraient au bord des rivières. Et là, avec le changement climatique et des températures excessivement élevées, les animaux arrivent tous au bord des rivières, c'est clair. Hein. Mais il ne faut pas oublier les villages qui n'ont pas de station d'épuration. Il y en a toujours beaucoup. Il y a eu des efforts de fait dans les grandes villes, mais dans les villages, il y a toujours des villages qui n'ont pas de station d'épuration. Donc là, je dirais que c'est encore pire, parce que là aussi, le maire est au courant, les citoyens au courant aussi. Alors il y a des citoyens qui râlent, mais voilà. Donc ça, je veux quand même relativiser ce qui est ponctuel de ce qui est malheureusement le cas dans beaucoup de communes de l'intérieur. Mais concernant les animaux, quelque chose qu'on oublie aussi, c'est que les animaux, alors que ce soit des animaux sauvages comme un sanglier ou un renard, mais surtout des animaux domestiques comme les vaches, fréquentent les prises d'eau des captages des villages. Et là, on a une pollution, une contamination par des bactéries, même une pollution organique avec des excréments, mais une contamination bactérienne. Il y a quand même encore, le chiffre, il est terrible. Il n'est pas de moi, il est de l'ARS, l'Agence régionale de la santé. C'est 40 000 personnes qui n'ont pas d'eau de bonne qualité au robinet. 40 000 personnes, c'est quand même beaucoup, on est au XXIe siècle. Là, c'est quoi? C'est dans les villages de l'intérieur
où il y a des captages qui ne sont pas protégés par un périmètre de protection. Là aussi, il faut savoir que le maire risque gros. Les maires risquent gros parce que c'est une obligation légale. Dès qu'on a une prise, dès que vous avez capté une source, où on a des eaux extraordinaires en Corse, il ne faut pas boire d'eau en bouteille, il faut boire de l'eau de source. Ben, on a de l'eau extraordinaire et puis elle est souillée quand elle sort des entrailles de la terre, elle est souillée par des animaux en divagation. Il suffit de faire un périmètre de protection. Il ne faut pas boire l'eau en bouteille, il y a plus de plastique dedans, c'est ce que vous disiez. Il y a plus de plastique dedans. Il y a une étude scientifique qui a montré qu'il y avait 22 fois plus de plastique dans l'eau en bouteille à cause du système d'embouteillage. Parce que la plupart du temps, les eaux souterraines qui sont mises en bouteille sont pas prises à la sortie. Elles sont prises, il y a un forage et c'est pris à 100 mètres de profondeur. Donc c'est une eau qui n'a pas vu la surface du globe. Et le plastique, il n'était pas au fond. Donc c'est au moment où on met en bouteille. Par contre, le plastique qu'on a dans l'atmosphère, parce qu'aujourd'hui, là aussi, moi j'ai peur sur ce que je ne vois pas, je le dis souvent, plutôt que de... J'ai pas peur d'une grande bouteille que je trouverais dans l'eau, qui flotte dans le Tavignane, je pourrais la prendre, ou même qui flotte en mer. J'ai peur des microplastiques ingurgités par les poissons et autres mammifères marins, les dauphins et autres, ou les tortues, pour essayer dans les... Mais j'ai peur après des nanoplastiques, c'est-à-dire encore plus petits, qui sont ingérés et qui passent la barrière de l'intestin des poissons. Et aujourd'hui, un plastique qu'on a jeté dans le Tavignane, si je mange un poisson marin, je vais manger mon plastique que j'ai jeté peut-être... que j'aurais pu jeter, parce que j'essaie de ne pas en jeter quand même, que j'aurais pu jeter il y a 30 ans ou 40 ans. C'est ça aujourd'hui le problème, et c'est ce qu'on ne voit pas. Là, il y a de nombreuses études qui montrent aujourd'hui le danger, il est là. Et les macroplastiques, c'est pas sympa. Comme quoi, il faut changer les mentalités aussi, il faut faire évoluer les mentalités. On dit, ne jetez pas un gobelet, ne jetez pas quelque chose de gros qu'on imagine, mais c'est pas ça le plus dangereux. Il est clair qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne. On n'arrive pas à régler la délinquance routière, les chauffards. Regardez, on n'arrive pas. Alors vous voulez qu'on règle celui qui va jeter sa bouteille en plastique. Même si j'ai vu dernièrement dans la presse qu'il y a eu une dame qui a été verbalisée, elle avait jeté un sac poubelle avec les couches de son enfant sur la route. Bon. 68 €, c'est pas cher payé pour une pollution quand même. Voilà. Mais bon, allez, ça c'est l'exception qui confirme la règle. La règle, c'est qu'on n'arrête personne. Bon, mais c'est pas possible d'arrêter. Par contre, je crois qu'on peut modifier en disant aux gens, vous aimez le poisson quand vous allez à la pêche. Ben, vous savez que vous mangez le plastique que vous avez jeté ou qu'ont jeté vos parents. Parce qu'il faut un certain temps pour que la bouteille en plastique, il faut parfois 100 ans pour que la bouteille en plastique, même moins, parce que en fonction des vagues, ça peut se casser assez rapidement dans les rivières, les crues casse en morceaux des petits plastiques. Et donc après, donc voilà. Et là, je crois encore à la pédagogie en disant, regardez, vous empoisonnez vous-même. Mais quand on dit finalement, quand l'ARS, puisqu'on l'évoquait en début de semaine, dit finalement qualité des eaux de baignade, la qualité des eaux de baignade est bonne. Est-ce que ce soit en mer ou en rivière d'ailleurs, est-ce qu'on ne se méfie pas? On se dit finalement, si la qualité est bonne, les poissons aussi, forcément. Alors c'est vrai que on se dit, si je peux m'y baigner, c'est que les poissons sont bien. Alors en fait, le seul critère pour la baignade, ce sont les bactéries. Les bactéries. Alors en mer, les bactéries n'aiment pas le sel, c'est pour ça qu'on sale les conserves et la charcuterie pour pas qu'il y ait de bactéries, pour pas que ça se décompose. Donc en mer, il y a peu de bactéries, c'est clair. Mais en rivière, il y en a. Alors, il n'y a pas de gros rejets en rivière. Le dernier gros rejet, c'était à Corté. Mais il en reste quand même dans le Tarve. Dans le Tarve, il y a des interdictions. Alors là, il y a quelques stations d'épuration qui ne fonctionnent pas. Il y a toujours des arrêtés préfectoraux qui interdisent la baignade dans le Tarve. C'est le point rouge de la Corse. C'est vraiment, il y a 2 ou 3 endroits. Ça peut se régler. Vous savez, ça peut se régler, y compris par des condamnations de maire. Vous savez, le maire, quand il passe au tribunal, peut-être qu'il va trouver l'argent. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Les cyanobactéries, c'est quoi? Vaste programme. Alors, les cyanobactéries, ce sont les cellules qui sont à l'origine de la vie sur Terre. Donc moi, je les vénère, ces cyanobactéries. On ne serait pas présent aujourd'hui dans votre studio s'il n'y avait pas eu les cyanobactéries. Les premières cellules vivantes, c'était les cyanobactéries, qui ont formé après les stromatolites, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc des cellules qui étaient là avant nous et qui seront là après nous. Parce que ces micro-algues, alors pendant longtemps, on l'avait mis chez les algues, mais aujourd'hui, on a fait un groupe, les cyanobactéries. C'était ce qu'on appelait avant les algues bleues. Bon, donc cyanobactéries, cyanos, ça veut dire bleu en grec, allez, donc des bactéries bleues.
elles sont intéressantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont à l'origine de la vie, mais ce sont des microalgues qui se défendent. Elles sont là depuis longtemps parce qu'elles se défendent. Elles se défendent comment? En émettant des toxines. 3 types de toxines. Les plus sympathiques, je dirais, entre guillemets, ce sont les dermatotoxines qui s'attaquent à la peau. Bon. J'ai eu l'occasion de faire des reportages avec des journalistes où j'avais dit, bon attention, les dermatotoxines, il ne faut pas se baigner, on peut se brûler les mains. Moi je mets des gants, je ne mets pas de gants quand je travaille en aval des égouts, mais je mets des gants quand je travaille sur les cyanobactéries. Et puis la personne avait touché un peu. 3 jours après, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai toutes les mains qui ont pelé. Voilà, donc la dermatotoxine avait fait son effet, et, bon, mais ce n'est pas grave de peler des mains. Bon, si on pèle tout le corps, c'est peut-être un peu moins sympathique. Bon, mais on n'en meurt pas. Après, vous avez 2 autres types, les hépatotoxines qui s'attaquent au foie et les neurotoxines qui s'attaquent au système nerveux. Et là, on en meurt. Il faut savoir que dans le monde, il y a 5000 enfants qui meurent tous les jours d'une consommation d'eau de mauvaise qualité. Souvent, ce sont les cyanobactéries qui sont à l'origine de ces décès. Donc, il y a des bactéries normales, souvent Escherichia coli, les souches hémorragiques qui sont terribles, mais il y a souvent aussi les cyanobactéries. Alors ces cyanobactéries, on en trouve partout. On en trouve partout dans le monde. On en trouve sous toute latitude. On en trouve sur la banquise des cyanobactéries, parce que ça s'envole, c'est petit. Ça résiste à la sécheresse. On peut avoir un lac qui s'assèche et au fond du lac, dans le sédiment, il y a la souche, je dirais, il suffit de remettre de l'eau et c'est reparti. Alors les cyanobactéries, à faible dose, c'est sympathique. À forte dose, ça peut devenir dangereux. Dangereux pour l'homme, la baignade ou boire, ou l'alimentation non potable. Dangereux pour les animaux. Il y a eu des animaux qui sont morts. Il y a eu une grosse épidémie de mortalité, une grosse mortalité de chiens sur le continent. Et ça, tous les ans, on voit des animaux, et puis des animaux après domestiques autres que les chiens. Donc c'est un vrai problème. Est-ce qu'il y a justement des espèces qui ont disparu en Corse à cause de des espèces d'eau douce qui ont disparu à cause de l'action de l'homme, à cause de ces cyanobactéries, ou qui sont en passe, qui sont vraiment des espèces menacées? Alors, il y a 2 choses. On n'a pas assez de recul avec le changement climatique pour avoir une disparition. Par contre, on a vu l'aire de répartition changer. C'est-à-dire des espèces qui descendaient jusqu'à 500 mètres d'altitude, qui étaient de 2000 mètres à 500 mètres, et qui se retrouvent maintenant à 1000 mètres d'altitude, pour rester dans le froid. Voilà. À l'inverse, les espèces d'eau chaude continuent de remonter. Donc ça, c'est de l'écologie. Mais on n'a pas le recul suffisant pour dire disparaître. Par contre, quand on a une pollution, on a vu dans des rivières des espèces polluosensibles, on parle donc sensibles à la pollution, qui ont disparu. Et on a un paquet d'espèces, et souvent, ce sont des espèces endémiques. Elles ont disparu d'une rivière. Heureusement, on les trouve dans la rivière à côté. Et heureusement aussi, on va les trouver dans les petits affluents. Voilà pourquoi il faut protéger les petits ruisseaux. Les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, comme on dit. Mais là, c'est les petits ruisseaux qui peuvent coloniser la grande rivière quand il y a eu, par exemple, une pollution ou même une crue. Là, une crue, c'est naturel. Allez, là, je vais dire que la crue, c'est naturel, c'est pas anthropique. Et quelquefois, quand il y a une crue, il y a une recolonisation du milieu. Donc, quand il y a une pollution, si le maire de la commune fait une station d'épuration, on a une recolonisation à partir des affluents. Voilà. On parle de résilience de l'écosystème. Ce sont des notions qui ont été utilisées pour l'homme. La résistance et la résilience. La résistance, c'est quand il y a une crue, il y a des bestioles qui résistent. Et la résilience, c'est lorsqu'on arrête l'origine de la crue, on va avoir les petits affluents qui vont envoyer leurs pionniers pour recoloniser. C'est quelque chose d'extraordinaire en écologie. Vous disiez on n'a pas assez de recul. C'est quoi à peu près la fourchette? Ce que vous disiez en début de semaine, on va droit dans le mur. Pour l'instant, on est à 35 km/h, on a les airbags, mais les 150 km/h de plein fouet. Alors, le recul pour le changement climatique, ça va être l'histoire de 100 ans. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conséquences en Corse, je vais parler de ce que je connais le mieux, même si je lis beaucoup. Les conséquences en Corse, c'était début des années 80. Entre 80 et 85. On sait qu'il y a un avant 85 et un après 85. Donc 85, 50 ans, ça va faire 2030. En 2030, on verra les effets. 2030, c'est demain. Ce n'est pas 2100, c'est 2030. On verra les effets. Mais ça sera, je vous dis,
on a déjà les effets. Hein. Je parle rarement parce que ça démobilise les gens. Vous allez voir ce que je mets dans le gens. Ça démobilise les élus. Bon, mais un élu ne se mobilise pas facilement quand on parle de 30 ans avec des mandats de 6 ans, même si certains élus en font 2 ou 3. Bon, ça démobilise, mais ça démobilise la population en disant ah, dans 100 ans, je serai plus, dans 150 ans, je ne serai plus là. Alors je dis toujours, vous avez des enfants, des petits-enfants, mais bon. Voilà. Mais par contre, moi je dis non, non, les conséquences du changement climatique encore, c'est depuis 85 qu'on les a. Pourquoi 85 ? Alors 85, on pense qu'il y a 2 effets. Il y a les 30 glorieuses, c'est-à-dire après la guerre, où il y a eu un développement de l'activité industrielle qui a mis beaucoup de CO2. Et puis il y a eu aussi une politique, la politique par Jimmy Carter et Margaret Thatcher, une politique très, très, très agressive au niveau économique. Alors agressive, ça crée des emplois, je sais pas. Bon, après, vous savez, moi je suis pour l'équilibre. Hein. Moi je suis un centriste et j'aime. Nettement un Khmer vert. Voilà, je suis ni vert ni noir, voilà. Mais donc là, on sait qu'il s'est passé quelque chose au niveau augmentation du CO2 après ces périodes-là. Alors, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup par rapport aux eaux douces et aux rivières, c'est le pouvoir économique, en fait, le rendu économique de ces eaux douces, de ces rivières. Il y a des études qui commencent à être menées, mais est-ce que vous y êtes intéressé ? Oui. Nous, on s'est intéressé plus globalement sur une vallée proche de l'université, c'est la vallée de la Restogne, et savoir ce que rapportait économiquement la vallée. Pourtant, dans cette vallée, il y a eu un choix politique de ne pas couper de bois. Bon, il y a eu un gros incendie en 2000, mais il reste quand même de la forêt. Donc, ce n'est pas la vente de bois qui rapporte. Par contre, la fréquentation de la forêt rapporte. Et il y a jusqu'à quasiment 2000 personnes un jour aux berges déroutées. Les gens montent pourquoi ? Parce qu'il y a une forêt, parce qu'il y a une rivière et parce qu'il y a de la géologie. Je dis toujours, c'est le triptyque, le trépied du beau paysage. Il faut du vert, il faut des forêts, il faut de l'eau et il faut de la caillasse, et il faut de la géologie. Quand on a ces 3, alors qu'il faut, on peut avoir un seul, mais si on a les 3, comme dans la restauration, c'est fantastique. Voilà. Donc la forêt, elle rapporte, même si on ne vend pas de bois. L'eau, ça rapporte. La prise d'eau de la ville de Corté, elle est dans la Restogne, et l'eau, on la vend. Voilà. Donc il y a vraiment un côté économique. Alors après, je ne vois quand même pas les retombées indirectes quand les gens qui viennent pour voir la vallée et qui restent à l'hôtel à Corté. Voilà. Donc aujourd'hui, l'environnement rapporte. Et moi, je crois pas aux nouveaux emplois verts, mais je crois que si on protège, sans le savoir, on crée des emplois. Je ne suis pas forcément pour dire, allez, on va créer un bataillon de gardes écolos. Non, l'ONF fait bien son travail, les forestiers sapeurs font bien leur travail, à l'Office d'environnement, ils font bien leur travail. Donc, les employés municipaux font bien leur travail, mais tous en commun, cette grande chaîne d'union fait que, à la sortie, si on calcule, ça rapporte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Donc, ça c'est important. L'aménagement, on le fait comment ? Entre la préservation et l'aménagement, l'aménagement, c'est quoi ? D'abord, c'est des stations d'épuration pour préserver. Alors voilà, pour le premier impact, et en plus le plus visible, et celui qui peut faire fuir les gens, c'est lorsque un village balance directement dans la rivière. Et donc là, on peut se poser la question. Si aujourd'hui, une des solutions, c'est de revenir à ce qui se faisait avant, c'est-à-dire de l'assainissement non collectif, c'est-à-dire chacun sa fosse, ou chaque groupe de maisons, une mini-station d'épuration. Plutôt que de dire, on va tout collecter. C'est bien, hein, on a tout collecté dans le village. Mais au bout, qu'est-ce qu'il y a ? Au mieux, il y a une station qui ne fonctionne pas beaucoup. Au pire, il n'y a rien du tout. Il y a un tuyau et ça va direct. Et ça, c'est vrai que c'est une catastrophe écologique, mais économique aussi. Moi, je lis toujours les deux. Voilà, donc, aujourd'hui, commençons par régler les problèmes que nous avons. Parce qu'avec le changement climatique, ou de l'eau, en été, il y en a de moins en moins. Donc ça va concentrer les polluants, si ça concentre les polluants. Vous savez, dans la Restogne, il y a le jour où l'eau, elle est marron, elle n'est pas limpide comme elle est actuellement, les Cortenais n'iront plus, et les touristes non plus, parce que je ne vais pas parler que des touristes, mais c'est vrai que les touristes, c'est quand même 22% du PIB de la Corse, le tourisme, donc il faut y penser. Hein. Moi, je ne pense pas qu'aux touristes, hein. Je pense aussi aux citoyens. J'ai envie d'aller dans une rivière propre, mais je vais penser aussi aux touristes, parce qu'on parle économie. Donc le développement durable commence par ça. Disons, on fait le point sur quels sont les problèmes et comment on peut les régler.
Et après, il faut anticiper les problèmes. Et c'est là qu'on peut se poser la question sur combien on peut amener de touristes et de non-touristes dans un site. C'est la capacité globale d'accueil du milieu. Alors ça peut être au lac du Maine, combien on peut mettre de touristes. Actuellement, on sait qu'on est à 1700, au mois d'août, 1700 personnes au jour, des gens qui vont se baigner, des gens qui vont piétiner les potsines, des gens qui vont aller faire le besoin un peu à droite et à gauche. Alors on se dit, jusqu'à combien on peut aller? Est-ce qu'à 3000, on ne va pas exploser? Alors après, ça dépend. Si on va dire, si on fait des toilettes sèches, il y a plus de trucs. Si on interdit la baignade, on pourra peut-être arriver à 4000 si on interdit de piétiner les potsines. Donc aujourd'hui, c'est ça le développement. Je ne suis pas en train de dire que pour régler le problème, il faut passer de 1700 touristes au jour à 100. Voilà. C'est de dire on pourra atteindre 2000 ou 3000, mais en faisant des actions pour limiter cet impact. Sur cet assainissement, à l'heure où les communautés de communes cherchent des fonds justement pour faire des assainissements collectifs, vous dites finalement il vaut mieux revenir à l'ancienne méthode. Quand on a des petites communes, alors vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire quand maintenant le regroupement qui a été tant décrié, les regroupements des communes en communautés de communes qui a été tant décrié, aujourd'hui les communautés de communes qui ont la compétence assainissement, elles arrivent à faire des choses. La communauté des communes du Centre-Corse a fait une station intercommunale. 5 communes pour une station. Donc c'est mise en commun des personnels, mise en commun des moyens. Mais demain, il y a des petites communautés des communes. Alors des petites, elles sont grandes par la surface, mais petites au niveau financier. Là, il ne faut pas croire au Papa Noël. Si demain, il faut faire 50 stations d'épuration, et donc il faut que la communauté des communes mette les 10 ou 20%, elle n'aura pas les moyens, il faut peut-être revenir. Alors, ce n'est pas un retour en arrière, hein. C'est de revenir. Alors, ça aussi, ça se calcule. Hein. On ne peut pas décréter comme ça. Il faut des études pédologiques, des études de sol, et donc il faut vraiment une étude scientifique menée par des bureaux d'études pour arriver. Mais il faut savoir que l'agence de l'eau attend que ça, de financer les études à 100% et de financer après les travaux. Et on sauvera notre environnement. Et notre environnement dans nos villages, le nôtre, je ne dis pas pour les touristes, hein, là je parle vraiment pour la qualité. Je disais toujours à des élus, c'est peut-être ton petit-fils qui va aller pêcher dans le ruisseau à la main pour pêcher la truite, et là tu balances ton cagadoio. Bon, voilà, c'est ça le problème. Voilà. Mais je crois là aussi à la pédagogie. Merci beaucoup Antoine Orsini d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. 2 petits mots pour terminer avec une bestiole comme vous les appelez, qu'on a découvert. Enfin moi en tout cas je l'ai découvert lors des journées scientifiques de Vert, c'est le tardigrade. Et c'est vraiment, j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette bestiole. 2 petits mots. C'est une bestiole extraordinaire parce qu'elle résiste à des conditions extrêmes. Il n'y a pas une bestiole qui résiste à des conditions extrêmes, c'est-à-dire moins 270 degrés, moins 272 exactement, et plus 150 degrés. Donc imaginez l'éventail au niveau. Il n'y a pas un organisme vivant qui résiste. Vous savez que les bactéries, on fait bouillir l'eau à 100 degrés, on sait que c'est propre. Sauf que le tardigrade. Le tardigrade, on le retrouve dans des carottes, dans les calottes glaciaires, les carottes de glace. On le retrouve à l'état de vie ralenti. Il suffit de le mettre sous la loupe binoculaire. Le glaçon fond et le tardigrade réapparaît. C'est une bestiole extraordinaire. Alors sympathique aussi, on les appelle oursons d'eau parce que ça a un petit museau. Et c'est une bestiole qui n'est même pas prédatrice, donc elle est même sympathique, puisqu'elle boit, entre guillemets, le contenu cellulaire des mousses ou des algues filamenteuses. Mais c'est une bestiole extraordinaire. Elle a même résisté, parce qu'il y a eu des expériences faites dans la station orbitale Soyouz. Les Russes avaient sorti ces petits tardigrades au bombardement des ultraviolets et des rayons cosmiques. Et ces bestioles ont résisté. Il n'y a rien qui résiste. Dès qu'on est bombardé, on a tout de suite un cancer généralisé. C'est tout notre ADN qui est détruit. Et donc là, le tardigrade s'est réparé son ADN. Et donc aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites dessus, y compris pour des maladies graves comme le cancer, mais tout ce qui est maladie où il y a la génétique qui est au milieu. On va encore en parler. On est peu nombreux à en parler. Moi, c'est une bestiole que j'admire. C'est-à-dire quasiment immortelle, parce qu'à l'état de vie ralenti, elle pourrait rester comme ça 2 ou 3 000 ans. Peut-être même plus. Là aussi, on n'a pas le recul. On pourrait la congeler et revenir dans 10 000 ans. Je pense qu'on va la sortir du congélateur et elle sera toujours vivante. Merci. C'est extraordinaire. Merci Antoine Orsini. Merci et à très bientôt. Merci de m'avoir invité.